Nous revoici, nous revoilà. J'ai comme une impression de déjà vu, l'ami Germain. Ben ouais, bonjour Antoine. Deux directs en autant de jours pour Ouais, toi. exactement. Et hier, j'étais là. Oui, dehors, à l'extérieur de la grosse brune, et Ouais. aujourd'hui, bien confortable dans le siège du conducteur. Exactement. Puis j'ai. Mais l'auto, elle n'a pas bougé. Non, elle n'a pas bougé. Elle continue de. Ça fait de longues semaines qu'elle n'a pas bougé d'ailleurs. D'ailleurs, et j'ai hâte qu'elle sorte du garage, car je te dis ça de même, mais elle prend de la place. Oui, parce que dans une maison des années 2000, une auto américaine des années 70, ben c'est pas ce qu'il y a de plus compatible. Encore une chance qu'elle rentre, hein? En fait, au niveau de la longueur, là, c'est exactement la même chose qu'un Ram 1500 Crew Cab 4x4 flambant neuf. Voilà. Fait que ça vous donne une idée de ce que c'est. C'est-à-dire à côté dans la porte de garage. Ben oui, et oui, il reste un peu d'espace pour circuler en avant, mais disons que... Je pense que c'est officiel qu'on est en direct. J'ai reçu une notification comme quoi on était en direct. Bon, excellent. Et il y a Yannick qui nous dit que la grand-messe commence. La grand-messe Alors, commence. faites vos prières, hein, n'est-ce pas? Non. Bon, écoute, question quiz, mon Germain, je te laisse aller. Oui, cette semaine, on est dans le plus moderne. Donc, quels étaient les deux seuls modèles que Kia commercialisait à son arrivée en Amérique du Nord, au Canada plus précisément? Donc, voilà. C'est assez simple. Et considérer que Kia est arrivé aux États-Unis en 1994, c'est que 5 ans plus tard qu'on est arrivé ici avec ces deux mêmes modèles, là, dans le fond. Oui, exactement. Voilà. Modèles qui sont... Bon, OK, on va arrêter ça là. Oui, on arrête ça là, et voilà. Bon, on va parler chiffres de vente. Oui, parce que il y a des constructeurs automobiles qui... sorti la loupe et la calculatrice. Oui, exactement. Pour sortir ça. Il y a des constructeurs qui s'en sont très bien sortis. Oui. Et tu parlais de Kia. Oui. C'est le constructeur qui s'est le mieux défendu sur le marché canadien en 2020. Et pour moi, il y a une seule explication à ça. C'est que dès que ça a commencé à aller mal, dès qu'on n'était plus là sur un long fleuve tranquille, dès que... Il y en a un qui dit Sephora. La Kia Sephora. Ça existe, ça? Non, mais c'est pas loin de ça. Oui, mais c'est pas ça. Non, Sephora, c'est d'autres choses, là. Sephora, c'est du maquillage. Ah, bon, OK. D'ailleurs, oui, je sais. Bon. C'est l'hiver, hein? C'est ça. Est plus pâle. Oui, bon, là, les réponses, les bonnes réponses rentrent, là. J'imagine. Exactement. Voilà. Donc, c'est ça. Kia, si on s'en est bien sorti, une fois l'année 2020 bouclée, c'est parce que dès le début de la pandémie, finalement, ben, on a mis des mesures en place pour continuer de vendre des véhicules, de continuer de vendre des 2019 qu'on avait en inventaire, des 2020 qui étaient arrivés depuis pas si longtemps, puis faire de la place pour les 2021. Donc, il y a eu le report de paiement, il y a eu 6 mois sans paiement, il y a eu taux d'intérêt à 0%. Tu sais, c'est des moyens très agressifs, très alléchants pour vendre des véhicules, pour louer des véhicules. Là. Alors, combine ça au fait que on débarquait à ce moment-là avec le Seltos qui a connu un grand succès, plus de 13 000 copies de vendues dans la première année. Et ça, si on avait eu à le prédire, on aurait pu le faire. Là. Oui, absolument. Si on a vu le succès qu'a eu le Kona, par exemple, au Québec, c'est pas étonnant que le Seltos soit lui aussi très, très, très populaire. Là. Non, mais on aurait pu croire que, par exemple, c'est la Forte qui en aurait souffert, et ça n'a pas été le cas. La Forte s'est maintenue. En fait, faut d'abord que vous sachiez que le marché automobile a baissé de 20 19,7 pour être exactement, moins de ventes que l'année passée, en 2019. Et en 2020, on vendait même moins de véhicules qu'en 2000. Merci pour les étoiles. On vendait un peu moins de véhicules qu'on en vendait il y a 20 ans. Donc, c'est quand même pas rien. Et la seule année où on a vendu moins de véhicules au cours des 20 dernières années qu'en 2020. 2007, 2008? C'est en 2009, lors de la crise automobile, où ce que GM et Chrysler ont fait faillite. Là, où l'économie était à terre. Avait pris une claque. Alors, on avait vendu 1 460 000 véhicules en 2009 contre 1 537 000 en 2020. Et en 2019, on était à tout près de 2 millions. Donc, c'est dire là, à quel point le marché a baissé. La planète nous en remercie d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire. De vendre 2 millions de véhicules par année, c'est peut-être pas la chose la plus saine.
tu sais, Mais là, on parle juste du Canada, là. Oui, oui, de vendre Bon. 2 millions de véhicules au Canada, c'est peut-être pas la chose la plus saine. Fait que de prendre un peu de recul, c'est pas mauvais. Bon, c'est certain que pour l'économie, c'est bien quand il se vend beaucoup de véhicules parce qu'il y a tout un marché qui en découle de la vente d'une automobile. Mais pour la planète, effectivement, ça fait pas de... Donc, le Seltos est arrivé. Ouais. On a réussi à continuer à vendre de belle façon d'autres produits comme la Forte, comme le Sportage. Je trouve ça plus étonnant de voir que la Forte s'est maintenue que de voir le succès que le Seltos a connu parce que, bon, des compacts, c'est pas là qu'on voit une croissance, c'est pas là qu'on voit un développement. Tout le monde se tend vers les petits VUS. Donc, de voir que chez La Forte, on a réussi à conserver ses ventes, c'est exceptionnel, là. Alors, c'est 5,5 de baisse de vente pour Kia au Canada et 0,7 d'augmentation au Québec. Est-ce qu'on pourrait, pour ça, remercier Mélissa Desormeaux-Poulain? Il y a peut-être une petite possibilité à ce niveau-là. Chose certaine, on sait que Kia a la cote au Québec de manière générale par rapport au reste du pays. Oui, mais là, dans le contexte actuel, c'était assez surprenant. Ouais. J'ai hâte de voir, par contre, si on va maintenir le cap en 2021 parce que, bon, il faudra que le Seltos continue son ascension, qu'on continue d'être capable de vendre des Forte et que le Sorento de nouvelle génération puisse connaître le succès de l'ancien. On n'a plus de V6. Non. Pour moi, c'est un handicap sérieux. Il n'y a pas de doute. Est-ce que peut-être certains acheteurs pourraient faire le saut vers le Telluride qui est Oui, mais le Telluride, on a vendu chaque unité qu'on pouvait, mais on n'a pas de volume. Ouais. Donc, il s'est vendu 2 fois moins de Telluride au Canada cette année que de Palisade chez Hyundai. Ouais. Et pourtant, je pense que tout le monde est unanime à dire que le Telluride est plus joli, un peu plus intéressant, même si c'est la même mécanique. Hyundai est une marque plus établie, là, on s'entend là-dessus, mais il en demeure pas moins que, on s'attendait à des ventes plus fortes que ça pour le Telluride, mais on a manqué de stock, littéralement. Donc, médaille d'or pour Kia. Bon, médaille d'or pour Kia. Des constructeurs qui sont bien débrouillés, j'oserais dire GM, Ford, qui sont... avec Cadillac, franchement. Bon, avec Cadillac, il y a eu une augmentation de vente chez Cadillac, mais évidemment, c'est du petit volume. Et le fait qu'on soit revenu avec la CT4, CT5 et avec le XT6, ça a permis d'aller chercher des ventes supplémentaires. Mais on parle pas de très, très gros volume. Non. Cela dit, effectivement, dans un marché dans un marché de luxe qui est en baisse. Lincoln, on n'a pas eu de croissance, là. Non, Lincoln, non. Puis Lincoln, Acura, on est à moins 27 Infiniti, moins 47 Donc, une marque rivale directe, elle a connu une croissance, c'est ça. Alors, c'est Cadillac, on s'est bien débrouillé. BMW, en passant, moins 30 Ça fait mal, là. Donc, de voir le prix de certains modèles augmenter, de voir qu'on va peut-être rationaliser un peu la gamme, qui est longue de même, là, c'est peut-être une bonne solution. Mercedes aussi a mangé une volée. Audi, dans une moindre mesure. Ce qui fait que cette année, au Canada, on a vendu juste un peu plus d'Audi que de BMW. Et ça, c'est une première dans l'histoire. C'est quand même pas rien. Donc, c'est vraiment surprenant de voir comment BMW a subi une forte chute. Mais le constructeur qui a eu le plus mal, c'est Nissan. Ouais. La marque Nissan, c'est moins 33 Infiniti, moins 47 comme je le disais. Si vous combinez les deux, c'est moins 37 de ventes cette année. On est à 88 450 véhicules vendus au Canada en 2020, alors qu'on en vendait tout près de 120 000, là, si ma mémoire est bonne, 115, 120 000 l'année passée. On projetait pas un beau succès pour Nissan en 2020 parce qu'on est on essaie de se sortir la tête de l'eau, mais en plus, la pandémie a vraiment nui à Nissan. Oui. Donc, en fait, déjà, ça allait pas bien, et là, c'était comme un coup de... Un autre coup de marteau. Il y a plein de choses qui expliquent ça. D'abord, le lancement raté de la Sentra. Cette voiture-là aurait dû connaître beaucoup plus de succès à son arrivée. Le report de lancement du Rogue de la berline Versa aussi. Et d'autres produits qui tardent à arriver. Le Kicks 2020 qui n'est pas encore arrivé, c'est sur le point de faire. Et là, on a annoncé aujourd'hui qu'on dévoilait officiellement dans les prochains jours
Pathfinder Frontier 2021 qui vont arriver éventuellement. Ils se font attendre, ces véhicules-là. Et je pense que Nissan aussi a fait une erreur de gestion, c'est-à-dire que on a rempli les cours de stock qui étaient difficiles à vendre et on a tout essayé pour liquider des véhicules qui étaient peut-être inintéressants aux yeux du public. Alors, ça a fait mal aux constructeurs. Les ventes étaient pas au rendez-vous. On a essayé de mettre des rabais. On a mal aussi, je pense, géré la crise. On l'a pas aussi bien fait que chez Kia Absolument et chez pas. Hyundai, ça c'est sûr. On était moins inventifs. Ouais. On est arrivé plus tard avec des solutions, entre guillemets. Donc, on a été beaucoup moins proactifs pour prendre Mais le coup de massue, c'est Infiniti qui vendait 2 fois moins de véhicules. Et je veux vous mentionner aussi que non, cette chronique n'est pas commanditée par McDonald's. Ah non, je l'ai payé, là. Tu l'as payé? OK, oui. bon. Tu aurais pu m'en acheter un. Hein? Okay, c'est la ça. prochaine fois. Alors, Infiniti qui a vendu 2 fois... Noir. 2 fois moins de... En fait, brun. OK. Bon. 2 fois moins de véhicules vendus chez Infiniti que chez Volvo. Et je parlais de 88 000 véhicules chez Nissan. On est à 20 000 d'écart avec Kia, là. Donc, comme dirait, j'oublie son nom, Aide-moi un peu. si la tendance se maintient, Bernard de Rome. comme disait Bernard de Rome, si la tendance se maintient, il se pourrait que Kia dépasse peut-être Nissan l'année prochaine au Canada. Ça serait quelque chose, là. Oui, Je pense pas que ça va arriver, honnêtement. De voir en construction. Ben, pas que ça pourrait. Non, parce que Nissan va arriver avec des... Bon, le nouveau Rogue va bien se vendre. Le Pathfinder, ça va connaître du succès. Ouais, mais Frontier... le Pathfinder, on l'a pas dévoilé encore, là. Fait que chez Kia, on a le temps d'en vendre des véhicules avant que le Pathfinder arrive, là. Si on le dévoile dans les prochaines semaines, il va arriver quand? À l'automne prochain? Mais la C'est Sentra long, là. devrait se débrouiller cette année. Le Rogue, ça va être un véhicule à volume, ça c'est sûr. Oui. Merci Fred. On en voit Fred déjà, Gilbert nous rappelle que c'est Bernard de Rome. Salutations à Fred Gilbert. Il est toujours là, fidèle, on l'aime. Exactement. Et je pense qu'il ne sait pas, mais mon beau-frère a le même prénom, a le même nom que lui. Il le sait déjà. Bon, déjà dit, tu vois, je me répète, c'est l'âge. C'est ça. l'âge. Voilà. Alors... mais de voir un constructeur coréen dépasser un constructeur japonais... En fait, de voir le constructeur le plus jeune débarquer chez nous, parce qu'il n'y a pas d'autres marques. Bon, oui, il y a Polestar, puis bon. Puis Mitsubishi, Mitsubishi est arrivé... Mitsubishi, oui, mais en même temps, Mitsubishi était déjà vendu chez nous. C'est juste qu'on les vendait chez Chrysler. Fait que bon. Fait qu'on peut considérer, oui, que Mitsubishi est un peu plus jeune, mais on s'entend-tu que Mitsubishi ne vend pas le volume de Kia. Et d'ailleurs, Mitsubishi fait partie de ceux qui ont souffert beaucoup, là. Ouais, on est 36-37% de baisse de vente chez Mitsubishi cette année. Ça fait mal. Pas à peu près. Alors, mais écoute, moi, j'avais fait le calcul pour Infiniti, c'est pas compliqué. Il y a 39 concessionnaires Infiniti au pays pour 5700 véhicules de vendus. Ça donnait quelque chose comme 135 unités vendues par concessionnaire. Ça fait mal, là. Ouais. Faut vendre du use pour que ce soit payant. Ouais. Hein? Ça, c'est de l'usager, mais en anglais. C'est ce font d'ailleurs certains concessionnaires. Ben, voilà. Bon, mauvaise nouvelle. Oui. Moi, je veux bien dans le cas de la Mustang Mach-E, puis encore... Là, on pousse le bouchon mais encore là, un peu plus loin. une Corvette VUS électrique, s'il vous plaît. Ben, c'est pas joué encore. C'est une rumeur, mais très fondée. C'est une rumeur très, très, très fondée de divers médias américains qui auraient eu des informations de l'interne directement chez GM, comme quoi... Et ça n'arrivera pas demain matin, là, d'après ces informations-là. Ça serait dans un horizon de 5 ans. Ouais. Donc, on sortirait avant ça des versions plus performantes de la Corvette de 8e génération, des versions Z06 et compagnie. Ouais. Et à la suite de tout ça, ben, on sortirait un VUS Corvette. Et ça, comme tu l'as dit, quand on a fait finalement à peu près le même exercice avec la Mustang, on l'a transformé en VUS électrique. Ça a choqué certaines âmes peut-être un peu sensibles ou très nostalgiques, c'est selon. Mais, et parlant d'ailleurs de la Mach-E... Oui. Fais la parenthèse, ça vaut la peine. J'ai ici la brochure qu'on m'avait remise lorsque je suis allé en faire l'essai. Parlant de la Mach-E, on l'a encore retardé. Oui, parce que là, on nous a dit que il y avait des soucis de qualité avec l'assemblage des véhicules
Donc, on va reporter tout ça. Et, on a dit que c'était du contrôle de qualité, ce n'est pas un rappel. J'avais dit un peu plus tôt aujourd'hui dans un autre média que c'était un rappel, puis je me suis repris là parce que non, effectivement, c'est pas un rappel, c'est du contrôle de qualité. C'est ça. C'est ça. Donc, ce qui est finalement mieux là que. Il y en a un qui dit que, j'ai pas vu son nom là, je m'excuse, mais VUS Ferrari, ça s'en vient aussi. Ouais. Effectivement. C'est des rumeurs qui sont. On va l'appeler le Puro Sangue. Je me souviens pas du nom exact, c'est pur sang en italien. Ça fait Mon italien est rouillé, je m'excuse. Ouais. Ça fait longtemps qu'on a des rumeurs là à propos d'un VUS Ferrari. Ouais. Mais là, à propos d'un VUS Corvette, là, ça fait mal. Ça fait mal. On a, et j'espère que la réalisation de tout ça va être un peu mieux réussie qu'avec le Blazer, par exemple, qui reprend des airs de la Camaro, mais c'est un peu... c'est un peu le faire, mais sans le dire. Là. On n'a pas fait un VUS avec la Camaro. On lui a donné un nom différent, un nom du passé, cela dit. Le prochain Sequoia aura l'air de la Supra, d'ailleurs. Donne-leur pas des idées, je t'en prie. Ce serait gentil. Ça va être basé sur un châssis de X7. Ouais, c'est ça, à peu près. Tant qu'à tomber dans les folies comme ça. Parce que VUS, Corvette, c'est une folie. Là. Et sais-tu quoi? C'est que si ça arrivait là, d'ici quelques années, eh bien, ça se vendrait. Oui, sûr que ça mais en même temps, est-ce que tu veux à ce point affecter l'image d'un... Parce que là, je pense que les constructeurs mordent dans le fait de créer des sous-marques avec des modèles qui sont forts. Ouais. Bronco est un exemple. Ouais. Mustang, Wrangler est un Ram est un exemple. À un moment donné, faut se laquer, là. La Ford Mustang, c'est une Ford. Faut pas que ça devienne une Mustang. Ouais. Le Bronco, c'est un Bronco, puis on dit que ce n'est pas un produit, bien qu'il y ait un petit badge sur le coffre, on le vend comme un Bronco Sport et non pas comme un Ford Bronco. D'ailleurs, parlant de Bronco Sport, je passais devant quelques concessionnaires Ford et ils commencent à arriver pour de vrai. Là. Donc, on les voit devant la porte. Là. Bon, on devrait commencer à en voir sur la route, à moins que les gens le trouvent trop cher. Et ça, seul l'avenir le dira parce que c'est pas donné. Ouais. Mais j'ai quand même le feeling que ça va se vendre un peu plus que l'Escape. Je parlais de chiffre de vente tantôt. Oui. L'Escape s'est vendu à 22 000 copies au Canada cette année. Moyenne dégringolade par rapport à l'année passée. C'était un véhicule à grand volume. Ça a déjà été le VUS compact le plus vendu au pays. Là, il est dépassé de 6 000 unités par le CX-5 de Mazda. Et soit dit en passant, chez Mazda, cette année, on a vendu 2 fois plus de CX-5 que de Mazda 3. La Mazda 3, 12 000 copies. Elle s'est déjà vendue à près de 50 000 copies au pays. C'est ça qui est fascinant parce que, elle est plus moderne que jamais, plus complète que jamais, plus plaisante à conduire que jamais. T'as le moteur turbo. Ça, je suis pas d'accord. Un moteur turbo, 4 roues motrices. Un Mazda 3 2004, quand c'est arrivé sur le marché, manuel, avec le moteur 2.3 litres, c'était super agréable à conduire. Cette génération-là, elle était géniale à conduire. Quand on l'a renouvelé en 2009, avec la Grand Bouche, là, 2009-2010, j'ai trouvé qu'on perdait un petit peu de l'essence de la Mazda 3, légèrement. Qu'on a retrouvé avec la génération en 2014. En fait, j'ai trouvé que le plaisir de conduire, c'était un petit peu plus aseptisé que la première génération. Okay. On l'a retrouvé avec le modèle 2014, mais celui-là, c'est là que les ventes ont commencé à fléchir. Le design faisait moins l'unanimité. Quand c'est arrivé en 2014, le grand museau, les gens tripaient pas là-dessus. Mais quand la Mazda 3 est arrivée en 2004 pour remplacer Protégé 5, ça a été un succès monstre, avec raison. Et oui, ça se décomposait à les regarder, ça rouillait dans le temps de le dire, mais qu'est-ce que c'était agréable à conduire. C'était un véhicule qui était plus abordable aussi qu'aujourd'hui. Oui, d'abord. On tend à devenir un peu plus haut de gamme chez Mazda. Et la Mazda 3, il échappe pas. Là. Je veux dire, on est rendu à 4 roues motrices. Bon, moteur turbo optionnel. Mais le marché a changé aussi. Il faut considérer ça. Là. Les gens sont moins portés à payer 30 ou 34, 35 000 $ pour une compacte. Puis, à cette époque-là, on achetait une Mazda 3 comme petite voiture familiale. Aujourd'hui, une Mazda 3...
Puis c'est le problème c'est à peine bon comme deuxième véhicule de la famille. Là. Mazda, c'est le gros problème de la marque. Il n'y a pas de place. Même dans un CX-5, je l'essayais la semaine passée, la version centième. Ça va super bien. J'ai rien à dire. On a réussi sur presque toute la ligne, ce produit-là. Le seul point qui m'agace, et ça commence à être pour moi, être un problème, c'est que la transmission est vieillissante. Une 6 vitesses, là, on est dû pour une 8, quelque chose de plus moderne, qui permettrait d'aller chercher un petit peu plus de performance, un petit peu plus d'économie. Voilà. Mais sinon, c'est génial, sauf qu'il n'y a pas de place en arrière. Alors, si tu as des enfants puis tu as un CX-5 versus un RAV4, un CR-V, un Equinox, nomme-les, n'importe qui d'autre est plus spacieux que ça. Je t'ai nommé l'Equinox, là. Ah, c'est cool. T'es pas obligé de l'acheter, tu sais. Non. Je l'achèterai pas, moi non plus. Ben, parlant d'Equinox, le roi de la transition, tu y échappes pas cette fois-ci non plus. OK. Ah, tu vois même pas où je m'en vais. C'est génial. La semaine passée, on a parlé d'un fourgon électrique de GM. Oh boy, bonjour la transition. Equinox, GM. Ben, oui, l'usine Camille. Bon, OK, c'est voilà, beau. c'est ça. C'est beau. Bon, voilà. OK. Et un fourgon, puis, tu sais, on a parlé de ça en étant un peu lassé, en trouvant ça un peu plate, parce que... Ben, en fait, c'est parce qu'on s'attendait à la Bolt VUS, puis, ben, c'est pas ça qui est arrivé. Ben, on a dévoilé le volant. Oui, c'est ça. Bon. On devrait la voir pour de vrai dans quelques semaines, là, la Bolt VUS. Ben, c'est ça. Nous avait Je suis pas capable de le prononcer. Bolt EUV? EUV, oui. EUV, c'est weird, hein? Oui, en français, EUV. La Bolt EUV. La Bolt EUV. Ouais. Je pensais à la Bolt Duc, mais là, la Bolt EUV, ça va être différent. Donc, c'est ça. Et donc, on a parlé de ce fourgon-là, puis on trouvait ça un peu plate, non. Mais quelques jours plus tard, ben, on a su que GM investissait, c'est 1 milliard, hein, si je ne me trompe pas. Un petit milliard de dollars. Un petit milliard de dollars à l'usine de Camille à Ingersoll, en Ontario. Donc, pour l'assemblage, finalement, de ce fourgon-là. Et, ben, on le sait, hein, des fourgons commerciaux, c'est des gros volumes, c'est des grosses flottes. Donc, il va y avoir de quoi occuper certains ouvriers. Et c'est une usine qui a évolué dans le temps. Si on recule, là... Ben voilà, c'est pour ça, quand tu as parlé de l'Equinox, j'ai dit, bon, ça y est, c'est le roi de la transition. Moi, je me souviens, les premières fois... C'est là qu'est assemblé l'Equinox en ce moment. Oui, je me souviens que les premières fois où j'ai passé devant cette usine-là, qui est située carrément sur le bord de la très excitante autoroute 401 en Ontario, c'est des trackers qu'on avait là-bas. Ah, oui. On faisait les Chevrolet Tracker. On y a fabriqué les extraordinaires Asuna Sunrunner, Pontiac Sunrunner, bon, etc., Suzuki Sidekick, etc. Bon. Et après ça, ben, c'est devenu le Vitara, c'est ensuite devenu le Suzuki XL7 qu'on faisait là-bas. Et puis, bon, Equinox, Torrent, tous les VUS compacts de GM, on a poursuivi donc là, c'est Equinox et Terrain qu'on fabrique. On nous a pas dit, par contre, où allait fabriquer l'Equinox après ça, mais toujours est-il que, ben oui, on va assembler des fourgons électriques en Ontario, et ça s'ajoute au fait que l'usine... dont le nom à Oshawa, elle va assembler les pick-up. Hein? Ouais. Donc, GM réinvestit énormément en Ontario. Mais je trouve que c'est un choix stratégique de le faire. Bon, il y a une question syndicale, c'est sûr. Oui. Mais faut pas oublier non plus que Ford a annoncé qu'on investissait, je pense que c'était 500 millions de dollars dans l'usine d'Oakville pour des véhicules électriques. Alors, je pense que le Canada est appelé à devenir... à nous faire assembler là, des Equinox puis des Chevrolet Impala, comme c'était le cas sur la fin. Là. Ben, en fait, ce qui est important, c'est qu'on puisse fabriquer... tu sais, il faut pas oublier qu'il y a des usines en Ontario qui fabriquent des véhicules qui se vendent plus bien. J'ai-tu besoin de te parler de l'usine de Brampton où on fabrique des Chrysler 300 puis des Charger? Qu'est-ce qui va se passer là-bas le jour où on va tirer la plug? De voir ces usines-là se moderniser, se développer... Est-ce qu'on va fabriquer là-bas des Peugeot électriques? Ah, hein, on ne sait pas. Ça serait Méchant changement. Virage à 180 degrés. Passer d'un L4 à des Peugeot électriques, ça serait quand même comique. De voir que l'industrie automobile au Canada, c'est pas mort, là, loin de là, et qu'on continue d'investir. Évidemment, là, les différents paliers de gouvernement vont s'impliquer là-dedans. On ne sait pas encore à quelle mesure, hein,
Mais ça aussi, hein, ça pèse dans la balance pour les manufacturiers. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Lorsque vient le temps d'investir à un endroit précis. Mais voilà. Puis, on n'est pas dur, puis on le sait, là, actuellement. Bon, c'est sûr que c'est difficile de prévoir dans l'avenir, mais la main-d'œuvre est pas chère au Canada versus aux États-Unis. À cause du taux de change. À cause du taux de change. Donc, fabriquer des Par véhicules au rapport Canada. au Mexique, oui, là, mais... Oui, c'est sûr. Mais, tu sais, je reviens avec ce fait-là. Pourquoi Honda ne fabrique pas de CR-V hybride ici? Ben, c'est parce que on n'a pas adapté l'usine et on le vend pas au Canada parce qu'il est fait aux États-Unis et c'est trop coûteux de le faire. Donc, on laisse tous les clients Toyota avec leur RAV4. Puis Honda, la stratégie est spéciale parce que lorsqu'on commande des véhicules chez Honda, il faut, si ma mémoire est bonne, fabriquer 120 véhicules parfaitement identiques, un à la suite de l'autre. C'est pas comme du côté de chez Ford où les véhicules sont fabriqués par commande. Par exemple, sur une ligne de montage de la série F, ben, tu peux voir passer un FX4 4x4, puis après ça, voir passer un Raptor, puis après ça, voir passer un XLT. Les couleurs varient. Un CR-V, il va falloir faire... 120 LX 2 roues motrices silver. Après ça, 120 LX 2 roues motrices noires. Après ça, donc c'est comme ça pour toutes les usines de Honda en Amérique du Nord, ce qui explique pourquoi, dans le cas de certains véhicules à plus petit volume, par exemple l'Acura TLX, ben c'est difficile d'avoir accès à une masse de couleurs chez un concessionnaire. Moi, je parlais avec un ami cette semaine qui me disait, écoute, j'ai commandé mes TLX TPS qui vont arriver au mois de juin. Ben, j'ai le droit à 6 TPS. Ben, les variations de couleurs, c'est assez limité parce que au Canada, il faut commander 120 couleurs de la shot. Donc, 120 fois 10 couleurs ou 10 combinaisons de couleurs de disponibles, c'est 1200 véhicules. Puis, tu sais, répartis à travers les concessionnaires. Tu vas-tu en vendre 1200? Tu comprends-tu? Fait que c'est pas évident, là. Bon, pour un véhicule à volume comme le CR-V, c'est peut-être moins un problème. Mais c'est une stratégie chez Honda qu'on a toujours utilisée. Moi, je le sais parce que j'ai travaillé à l'usine de Honda à Liston étant étudiant en 1998 où on fabriquait des Civic hatchback puis des Berlin vert forêt spéciale édition, c'est tout ce qu'on sortait de la ligne. Là. Des Civic Silver puis des verts forêt, il y avait juste ça. Quand on envoie ton rôle là-bas? Mon rôle? Boulonner des boulons. Ah, OK. En fait, directement sur la chaîne. J'étais sur la ligne d'assemblage, alors j'ai installé, j'ai eu différents process, là, comme on appelait, mais pare-choc, tuyaux de remplissage d'essence, les suspensions, les moteurs. J'ai travaillé là environ 5 mois. Le temps d'apprendre que ça me tentait pas de faire ça pour le reste de mes jours, mais en même temps de découvrir tout un monde. École, là, oui. C'est une belle école, c'est tout un monde. J'en ai appris beaucoup sur Honda, sur la philosophie de l'entreprise. C'est quand tu es employé de l'entreprise et que tu parles avec les employés sur place qui sont traités aux petits soins, sans syndicat, que tu te rends compte que, franchement, c'est long, là, travailler sur une chaîne de montage comme n'importe quoi. Mais on peut pas dire que les employés là-bas sont maltraités. Et il y a des gens, il y en a qui ont peu d'éducation, il y en a qui en ont beaucoup, qui se plaisent à faire ça parce qu'ils décrochent. Il y a même une personne à qui je parlais qui écrivait un livre dans sa tête en travaillant sur la chaîne de montage, concentré sur ses phrases, retenait ses trucs, mettait ça sur papier en arrivant chez elle le soir. Puis il y en a un autre, c'était pas compliqué. Moi, je vais toujours me souvenir. Le gars s'appelait... T'as écrit combien de romans pendant que t'étais là-bas? Aucun. Okay. Le gars s'appelait Jamie et je m'en souviens très bien parce que Jamie avait un fusil à air dans les mains tout le temps. Et moi, je me chantais la chanson d'Aerosmith, Jamie's Got a Gun. Et voilà. Okay. Et lui m'avait expliqué, il dit, écoute, c'est pas compliqué, j'ai 4 enfants. Ma femme est à la maison parce que, évidemment, j'ai 4 enfants. Et puis, j'ai une 5e année. Je pourrais jamais me retrouver un emploi comme celui-là. Et les salaires sont très intéressants. Pension complète après 25 ans de service. Tous les produits Honda au coûtant. Donc, tu peux t'acheter une fois par année une Civic au coûtant de l'usine, pas du concessionnaire. Donc, tu t'achètes une Civic, je dis un prix, là, je le sais pas, là. Disons que la voiture au concessionnaire se détaille à 25 000, bien, toi, tu vas peut-être l'avoir à 16, puis tu vas la rouler 1 an, puis tu vas la revendre 22, puis tu vas racheter une autre. Fait qu'ils font toute la gang, là. Tout le monde roule en Civic là-bas, là. Sinon, c'est des gars qui ont des pick-up.
mais tu verras pas une Corolla dans le stationnement de chez Honda. Et j'imagine que c'est la même chose du côté de chez Toyota. Je peux pas m'avancer, mais je sais que les usines de Toyota en Ontario n'ont pas de syndicat non plus. Chez GM, même si c'est syndiqué et tout, tu sais, c'est des beaux salaires. C'est des salaires incroyables. Oui, voilà. Pour des gens qui n'ont pas eu besoin d'aller à l'université indéfiniment, là. Un gars qui travaille sur une chaîne de montage aujourd'hui chez GM, considérant les avantages sociaux, c'est dans les 6 chiffres. Là. C'est pas rien, là. Fait que c'est des très, très bons salaires, mais il faut être prêt à faire le boulot, honnêtement. Là. Puis la beauté de la chose chez Honda, parce que moi, je me souviens d'avoir vécu un cas où il y avait un employé un peu rébarbatif, ça n'a pas été long, hein? Bye-bye, il y en a d'autres qui veulent ta job. Ah oui, hein? On reste pas pris avec autrement dit, on va te traiter aux petits oignons, mais fais ta job comme il faut, parce que c'est ça, exactement. Okay. Exactement. En tout cas, c'était une expérience que j'avais trouvée quand même intéressante, mais de là à dire que j'en aurais fait une carrière, non. OK. Vraiment pas. Bon. Sur ce... Oui, Grande Cherokee, elle... Ça, c'est spécial. On en a parlé il y a 2 ou 3 semaines, là, son dévoilement, et on était dans le flou. Qu'est-ce qui allait se passer avec... Parce qu'on se disait, s'il y a un L, il va y avoir un pas L, mais on a dévoilé juste le Grande Cherokee 3 rangées, qui est le L. On n'a pas parlé du tout du Grande Cherokee régulier, qui est un beau produit, qui est un produit à volume. On n'a pas parlé du tout. On était vraiment, vraiment dans un flou, et tu as eu des réponses à ces questions-là. Bon, alors... on va continuer, on va conserver pour 2021, parce que le Grand Cherokee L qu'on a dévoilé, c'est un 2021. Véhicule entièrement nouveau, très moderne, magnifique, mais évidemment, qui est un peu moins Grand Cherokee à mon avis, parce que là, tu tombes avec un empattement très long, tu tombes avec un format qui est plus VUS moderne, traditionnel. Bon, exactement. Nouvelle plateforme. On garde les mêmes motorisations, mais est-ce qu'on va produire une version du Grand Cherokee à empattement raccourci, 5 passagers? Empattement régulier, finalement. Empattement régulier, qui remplacerait l'actuel Grand Cherokee? Ben, la question demeure un mystère, parce qu'on sait que pour 2021 et possiblement pour 2022, on pourrait conserver encore le même Grand Cherokee régulier qu'on a là et commercialiser parallèlement le Grand Cherokee L qui, lui, est nouveau. Autrement dit, ce qu'on va faire, c'est la même chose que ce qu'on a fait avec la Grand Caravane lorsqu'on est arrivé avec la Pacifica. On a conservé la Grand Caravane sur le marché, on a lancé la Pacifica à côté, les 2 fourgonnettes ont été vendues pour une période de 5 ans sur le marché. Et là, on a tiré la plug sur la Grand Caravane pour la relancer comme étant la vieille Pacifica. Là. Bon. Un autre exemple qui est proche de nous, c'est le Ram et le Ram classique. Là. Ah oui, absolument. Oui, exactement. Et d'ailleurs, je feuilletais pas plus tard que cet après-midi, et là, tu vas me dire que j'ai des gros mercredis après-midi, une brochure de GMC 1999. Ben oui. Et les 2 générations se côtoyaient. Donc, le vieux Sierra portait l'appellation Sierra classique, et on avait le nouveau Sierra, qui était le Sierra. Hein, mais on a fait ça... Et les modèles se combinaient. On a fait ça chez Ford en 2004 aussi. Quand on a lancé le nouveau F-150, on avait gardé l'ancienne génération qui était vendue comme F-150 Héritage. On l'a gardé pratiquement 1 an sur le marché, mais c'était une année de transition. Là, on parle pas d'une année de transition chez Chrysler, ça fait partie des plans. Et ça permet de rentabiliser les coûts. D'offrir des véhicules qui sont peut-être un peu plus abordables, parce qu'on s'imagine que le Grand Cherokee L, ça va être pas mal plus cher qu'un Grand Cherokee. Ah, ça va être effrayant. Actuel, un Grand Cherokee L tout équipé, ça va dépasser les 80 000, garanti. Je suis persuadé de ça. 5.7 MI, tout ce que Summit, là, c'est sûr que ça dépasse 80 000 $. Ça va être extrêmement cher. Mais c'est un très, très beau camion. T'sais, donc, sauf que moi, j'ai quand même une réticence avec le fait qu'on n'a rien fait côté moteur. Le Pentastar, c'est un bon moteur, c'est correct, mais on est en 2021, on peut-tu y greffer, mettons, l'injection directe? Le MI, on peut-tu le retravailler un peu? Pas nécessairement pour qu'il y ait plus de puissance, mais pour qu'il soit plus économique. Il y a encore une chance qu'on nous a pas mis un 4 cylindres turbo, là. Non, ça, je pense que, on l'a pas, ce moteur-là. On est toujours bien pas pour prendre le moteur de l'Alfa Romeo, là, qu'on met dans le Jeep Cherokee que personne achète, puis qu'on met dans le Jeep Wrangler que personne achète. Et qui veut de ce moteur-là là-dedans? Bon, c'est ça. On l'a dans le Stelvio. Et le Stelvio s'est vendu pas pire cette année, quand même. Bon. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner côté
côté vente puis stratégie chez Chrysler, mais c'est ce qui risque d'arriver. Donc, le Grand Cherokee régulier qui va chevaucher le L pour pas mal plus qu'un an. Oui, voilà. Ouais. Brochure de la semaine, Ouais. Antoine, à côté de toi, Ford Capri 1973. Une super belle auto. Une super belle voiture. Une voiture méconnue, hein, j'ai l'impression, parce que à la même époque, tu avais t'avais les Ford américaines. Ça, c'est une Ford anglaise. Une Ford européenne, une Ford anglaise, qui jurait finalement dans le catalogue de Ford à cette époque. Mais que Jacques Duval encensait à l'époque. Une voiture très équilibrée avec moteur V6. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il l'encensait. Ah, peut-être. Ah oui, parce que comme dans toute bonne brochure des années 70. Oui, il y avait une demoiselle. Cherche pas les monsieur bedonnants, il y a des demoiselles partout. Exactement. Et la quatrième de couverture, il échappe pas non plus. Donc, donc une voiture très équilibrée, roue motrice arrière, tu pouvais avoir un V6, très petite, très légère, très agile. Donc, et une voiture qui est pas mal disparue, hein, on n'en voit plus beaucoup. Il arrive qu'on en voit une vers forêt, si je me trompe pas. Disponible avec l'option du toit ouvrant, comme on peut voir ici. Voilà. Donc, on peut apercevoir Manon ici qui dépasse du toit ouvrant. Voilà. Et mécaniquement, tu avais... aujourd'hui. Oui, absolument. Donc, il y avait deux moteurs, 4 cylindres, 2 litres. Oui, ou V6. Hein? Un petit V6 de 2,6 litres. On dévoile pas la puissance exacte, là. Je pense qu'à cette époque-là, on le faisait pas tout le temps. Mais deux options mécaniques qui étaient quand même intéressantes. Puis c'était une voiture qui était réputée pour son agrément de conduite. Absolument. Mais tu sais, à une époque où on avait des gros LTD, la Mustang était rendue grosse aussi en 73. Et oups, ça s'est gâché en 74. Des gros Thunderbird. Et là, d'arriver avec une petite voiture à vocation plus puriste, c'était différent de la Maverick, là. Oui, absolument. On ne parle pas du même genre de qualité. D'ailleurs, une de mes tantes hier qui me racontait son expérience, elle qui avait acheté une Vega en 1970 une belle expérience, et qui l'a quand même gardée 6 ans. Oui. Elle dit, je me souviens que je traînais des cannes d'huile avec moi, puis ça faisait partie du service. Fallait que je le fasse. Elle était toujours avec des cannes d'huile. Une Vega, c'était quelque chose à cette époque-là. C'était les débuts de la petite voiture. Le slogan de Chevrolet à cette époque-là n'était pas « Tried, Tested and Trued », comme ce fut le cas tout récemment aux États-Unis. C'était pas non plus « The Heartbeat of America » avec une Vega. Hein? C'était pas ça. Vraiment pas. Ça. Bon, tu as quelques questions. Oui, on y va avec... Et la première est assez longue, écoute bien. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a un Ford Mach-E qui est arrivé chez Ford à Quaticook. Peut-être déjà un véhicule de présentation pour formation du personnel. Hein, c'est ça. Bon, c'est peut-être un des véhicules qu'on a pu conduire d'ailleurs, parce qu'il y a des véhicules promotionnels qui se promènent. Mais des véhicules de production, je serais très surpris. Oui. Ouais. Bon. Donc, première question, Catherine, ici, qui possède une Hyundai Accent 2013 de 217 000 km. Dans les derniers mois, elle a dépensé 3 fois 400 $ en réparation pour des bougies, coils et compagnie. Et elle dit que c'est l'équivalent de ce qui reste à payer sur cette voiture-là. Elle n'en peut plus de voir le check engine allumé et elle est à la recherche d'un nouveau véhicule. Est-ce que c'est réaliste d'espérer payer 300 $ par mois? Elle roule environ 30 000 km par année. Oui, pour une voiture neuve, absolument. Vous allez trouver une Civic d'entrée de gamme, une Sentra d'entrée de gamme. À condition d'avoir des paiements sur 72 mois, là, je dirais, là. Oui, mais elle n'est pas dans le 84, dans le 96. Ou en fait, vous pouvez... elle veut acheter ou louer, ça, j'ai pas remarqué. On parlait d'achat, oui. Oui, d'achat, là, faut étirer, là. Étirer. Parce que c'est un 300 $ pour une Sentra, une Civic, vous allez l'avoir sur une location 48 mois pour une version d'entrée de gamme. Ça se fait, là. Mais l'autre chose, c'est que, on parlait de changement de bougie, de coil, c'est de l'entretien normal à faire sur une Accent qui a maintenant 8 ans. Puis, un check engine sur une Hyundai Accent, il n'y a pas 600 solutions, là. Ça se règle quand même assez facilement. Alors, moi, je pense que ça vaut peut-être... Parce que la voiture, puis en passant, de mettre 1 200 $ d'entretien sur une auto après 8 ans, c'est pas grand-chose.
Encore heureux que vous êtes... 400 $, tu sais, bon, il y a un peu de pièces, mais il y a probablement 2 heures à 100 $ de l'heure, là. Oui, oui, c'est ça. Donc, oui, le véhicule n'est plus neuf. Il y a probablement plus derrière lui que devant lui. Mais pour moi, a priori, ce véhicule-là ne semble pas fini. Puis, soit dit en passant, ce sont des bonnes voitures. Les plus, Accents, là, oui. C'est des voitures assez tough. Oui. Je salue mon ami André Gamelin de chez Pil. Il y en a une trentaine et qui se font brasser. Malmenés Oui, à tous les jours. absolument. Et des véhicules qui peuvent avoir là, jusqu'à 400 000 km et c'est pas un problème. Je pense que son record, c'est 535. Puis il en a lâché. En fait, la voiture de 535 000 km, il l'a gardée, mais elle est hors service. Il a décidé de la garder pour des pièces. C'est drôle, hein? Moi, je l'aurais fait encore. Considérant que c'est un magasin de pièces. Mais c'est un peu j'ai trouvé ça assez Donc, comique. pensez-y comme il faut, hein, Ouais. parce que, en tombant à 300 $, si on a un budget... C'est vrai, je trouve ça intéressant. Il y en a un qui dit le check engine, ça peut être un code d'évape, et c'est vrai. Oui. Ça peut être simple de même. Donc, pas la fin du monde. Pas la fin du monde. Et c'est ça. Donc, si on a un budget très serré à 300 $ par mois, ben il faut savoir aussi qu'un véhicule neuf va coûter plus cher en assurance et tout et tout. Donc, c'est peut-être pas nécessairement la formule la plus géniale. Il y a quelqu'un qui nous demande si on devrait amener cette émission-là à la télé. Oui. Hein? Oui. Ben oui. Voilà la réponse. Absolument. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Produisez cette émission-là, puis on va être là. Peut-être qu'on va revoir le setup d'éclairage, si jamais. Oui. Ouais. Et avoir une commandite de Duracell. et une maquilleuse. Parle aussi. pour toi. Moi, je sais pas. Écrivez-nous si vous trouvez mais que besoin d'une maquilleuse. Il se peut qu'un jour, tu aies la chance de te déplacer à la deuxième rangée. Ben, et à ce moment-là... Oui, mais on est en période de pandémie. Regarde, c'est important de rester à 2 mètres. Exactement. Les gestes barrières. On rappelle aux gens qu'on est très prudents. On est très prudents. Ouais. Et, deuxième question, on a Eric qui possède une Subaru WRX 2018. Ouais. Véhicule à 70 000 km. Et il est tenté de l'échanger pour une Mercedes C43 AMG qui serait soit de 2016, 17 ou 18. Il a entendu que la WRX perdait assez peu de valeur. Est-ce que ce serait un choix intelligent de faire le saut vers une C43? Ben, c'est-à-dire que c'est une voiture qui coûte beaucoup plus cher à rouler et à entretenir. Et là, très capricieuse. Un véhicule qui va avoir entre 3 et 5 ans, c'est le moment où ça commence à coûter cher. Là, moi, une Mercedes, si c'est pas garanti, j'en veux pas. Là. Ouais. Ça coûte très, très cher. Vous êtes habitué avec une Subaru. La même chose pour BMW. Là. Oui, mais vous êtes habitué avec une Subaru. Ouais. C'est sûr que ça coûte une fortune passer de Subaru à Mercedes. Le choc que vous allez avoir au niveau de l'entretien, c'est quelque chose. Mais déjà, les pièces ne sont pas données. Ils ont une réputation d'avoir des pièces assez chères chez Subaru. Mais c'est le côté capricieux d'une Mercedes. Bon, puis il faut savoir aussi que côté pneumatique, côté frein, c'est une voiture qui est quand même assez coûteuse. Les flancs des roues sont très minces. Exploser une roue dans un nid de poule avec ça, je le sais parce que je l'ai fait, avec une magnifique C43 familiale l'année passée. C'est pas un exploit de faire ça. Ben non, ça peut arriver à tous les jours. Et quand ça brise, ça coûte une fortune à toutes les fois. Défoncer une jambe de force, une suspension là-dessus, ça se fait très facilement. Honnêtement, c'est beaucoup plus capricieux qu'une Subaru. Alors, honnêtement, moi, je garderais la WRX. C'est sûr que à 362 chevaux, je pense, la AMG est quand même une bombe assez intéressante. Oui, puis mais je suis pas un fan. On a un intérieur qui va être un petit peu plus relevé aussi. Non, beaucoup plus relevé. Oui, parce que ça fait un peu Subaru, tracteur, Subaru, ça commence à vieillir. Oui. Sérieusement. Donc, on peut comprendre que le type soit intéressé, mais il y a un risque qui est associé à ça. Oui, absolument. Bon, excellent. Alors, ta réponse? Oui, donc c'était Cephia et non Sephora, comme nous l'avait écrit un auditeur. Et le Sportage, donc on cherchait les deux véhicules avec lesquels Kia était débarqué au Canada, donc la Cephia et le Sportage. Sportage, d'ailleurs, on a un ami commun, Antoine, qui m'a envoyé aujourd'hui un Kia Sportage 2002 ou 2003, donc vraiment les tout premiers, et il est neuf. Il est flambant neuf. Et on se souvient des publicités. On en demande là 3 000 à peu près. Mais on se souvient des publicités de ce véhicule-là. Ah,
Oui, absolument. Hein? Et du partenariat avec l'émission Parti pour l'été, animée par Chantal Lacroix. Ah, ça, non, je n'étais J'avais pas au 6 ans rendez-vous. et j'écoutais ça, c'était fantastique. Et oui, ils en faisaient tirer un ou deux, je sais pas. Mais effectivement, on avait tapissé l'émission de publicité sur le premier kiosque portage. T'avais 6 ans? Ben, en 2001, oui. OK. Moi, je faisais, tu vois, mon match comparatif du guide de l'auto avec le CRV, le RAV4, et on se souvient à cette époque. Et je me souviens que c'était en 2000 pour le guide 2001 parce qu'on avait le vieux Cherokee. Ah oui. Encore. Et on avait le sportage manuel ça avait été épouvantable comme lui, hein, non, il a fini bon dernier derrière le Cherokee. Et aujourd'hui, oui, je prendrais le Cherokee avant le sportage. Un Cherokee 2001 avec un 4 litres, vous n'avez pas idée à quel point ça vaut une petite fortune aujourd'hui. Ils n'ont plus de soubassement, là, mais ça, c'est bon, non, mais que je parle quand ils sont en bonne état, condition. En bon état, voilà. Salutations tout le monde. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée. Et peut-être qu'il y aura un autre petit live improvisé, je sais pas trop quand, parce que je me mets pas de barème pour le deuxième. Ça peut arriver à tout moment, mais on va en faire une annonce sur ma page Facebook quelques heures avant. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde. Bonne soirée.